Très bien. Donc préparez l'équipe et vous allez voir en fait toute mon idée de ce topo, c'est qu'en fait on va vivre des conflits, ça va nous tomber dessus. Vous allez voir finalement c'est assez fréquent quand on regarde la littérature et donc il faut être super prêt. Et donc il faut avoir des aides cognitives pour gestion du conflit et pour gestion de familles difficiles. On a la chance en France, et c'est franchement, je trouve, formidable pour notre spécialité d'avoir cette loi qui nous aide, et je ne vais évidemment pas la lire parce que c'est hyper long, mais vous la connaissez tous et toutes, et ça nous permet d'accompagner des familles dans des très bonnes conditions. Je pense que plein de pays aimeraient bien avoir cette loi qui permet de proposer cette sédation profonde et continue, de pouvoir parler d'arrêt ou en tout cas de modification de soins. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est très structurant. Évidemment, mon topo en 2015, il aurait été complètement différent. J'ai voulu faire cette frise chronologique pour qu'on revoie en fait les différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver. Et mon idée, c'est d'essayer de comprendre quand est-ce qu'on est aligné et quand est-ce qu'on n'est pas aligné avec la famille. Parce que je trouve que c'est justement sur ces mismatchs d'alignement qu'on crée des tensions. Et c'est là où nous, en tant qu'équipe médicale, il faut qu'on se prépare à tous ces moments où ça va créer une tension et donc savoir comment ça va se passer. Et en fait, toute l'idée aussi, c'est qu'il faut que toute l'équipe connaisse évidemment la frise chronologique du patient pour que dès l'accueil, même si on est très aligné, on se prépare et on leur explique qu'il y a des moments où ça va être compliqué, il y a des moments où on ne va pas être aligné et on commence déjà à structurer la suite pour préparer ou anticiper les futurs conflits. Donc au début, c'est facile. En vrai, vous êtes des sauveurs, on a tous envie de sauver des vies, c'est génial, et donc les familles nous adorent. On a un peu l'image du Superman qui va sauver la vie, on est très alignés, et il vous donne toutes les ressources, il vous dit faites tout ce que vous pouvez, vous êtes extraordinaire. Le mode survie, ça marche bien. Après, il y a un moment plus compliqué, c'est quand nous on explique qu'il va falloir s'adapter sur telle ou telle défaillance, ça devient très technique. Il y a des questions sur la notion du temps, sur c'est quoi l'espoir, c'est quoi le devenir. Là, il peut y avoir des petits décalages. Et puis ensuite, après, c'est des histoires de sevrage, d'évaluation pronostique. Et alors là, ils y comprennent rien. Et là, on se mismatch énorme. Et donc, je pense qu'il faut que dès le départ, une équipe qui comprend et qui veut éviter le conflit se dise il va y avoir ces étapes-là. Et donc, dans nos premiers entretiens, on va expliquer les différentes étapes de la prise en charge de ce patient. Et par exemple, la notion de réanimation d'attente et de neuropronostication peut être évoquée, si la famille peut le comprendre, assez tôt, pour dire en fait qu'on ne sait pas, on va se donner du temps pour progresser, et il y aura une étape de pronostication si jamais on est chez un cérébrolésé. Alors, je parle beaucoup de cérébrolésé, c'est un peu auto-centré, mais en fait, vous allez voir dans la littérature et dans les cas pratiques en France, les référés et les histoires de médico-légal un peu lourd, c'est sur du cérébrolésé. Donc ça tombe bien, je suis dans mon cadre. Le principe de réanimation d'attente, je pense qu'il nous aide beaucoup, et ça a été évoqué par Lionel. En fait, quand on ne sait pas, ça vaut quand même le coup de se donner les moyens de stabiliser le patient. De garde, quand on est tout seul, on ne fait pas des choix parce qu'on ne sait pas bien les faire et on va se planter. C'est très bien d'identifier aussi tous les pièges dans lesquels on peut tomber en termes d'autoprophétie, le validisme, l'agisme, la phobie des maladies psychiatriques. En fait, on a tout ça en nous, et donc il faut être prêt à se dire non, je vais contrôler mes propres pièges et je me mets en situation de réanimation d'attente pour se donner le temps de la compréhension, pour se donner le temps de l'accompagnement et donc de l'alignement avec la famille, et pour éviter de rentrer dans l'autoprophétie, parce que l'autoprophétie, évidemment, elle va être ressentie tout de suite par la famille. Les familles, ils ont un radar à autoprophétie, donc le péremptoire qui annonce dès le départ qu'il a tout compris, la famille, elle va vous gauler tout de suite. Et ça crée le mismatch, et c'est ça qui crée la tension. Ensuite, après, toute la nuance, et c'est ça qui est très beau dans notre métier, on fait un métier où on cherche une justesse du soin. Donc on ne va pas mettre des ECMO et on ne va pas faire des volets à tous les patients. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Donc il y a des non-indications, il y a des non-escalades thérapeutiques, il y a une finesse de la progression du soin. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite, si on arrive à bien capter la famille, de leur expliquer pourquoi et comment on procède. Lionel a dit on ne fait pas de soins palliatifs en réanimation. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'en fait, il y a une place pour expliquer qu'en fait, on ne va pas être dans une réanimation qui est forcément dans une obstination, et il y a une place pour voir le patient dans sa globalité avec une certaine forme de palliatif, c'est-à-dire on va évidemment gérer la douleur, les souffrances physiques, les souffrances musculo-squelettiques qui peuvent être réflexes, et puis on va être, comme peuvent faire les soins palliatifs, dans une non-escalade thérapeutique. Ça peut être tout à fait juste, et ça peut amener à des patients qui vont survivre en fin de réanimation, ou évidemment des décès, parce que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de décès dans nos réanimations. Et j'aime
j'aime bien structurer ma pensée, et après j'essaie de passer ça comme message, me disant qu'il faut vraiment séparer la situation clinique du mode opératoire. Le mode opératoire de sortie, c'est de la technique. Et la technique, en fait, il y a 50 000 manières de le faire, et finalement, c'est des recettes de cuisine. En revanche, la situation clinique, c'est ça qui va nous permettre d'accompagner la famille dans où on en est et ce qu'on a compris du patient. Première situation, c'est un échappement thérapeutique. La maladie l'emporte. En fait, le mode opératoire, vous les connaissez, c'est soit on laisse tel quel, soit on arrête certaines assistances, mais en fait, en général, ça va assez vite et on arrive facilement à accompagner ces familles. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup de tension sur ces échappements initiaux. Deuxième situation, c'est on considère que c'est disproportionné de traiter une nouvelle complication. Le malade est trop fragile, et c'est le terme qui est utilisé par, on va dire, le grand acronyme limitation, que j'aime pas du tout utiliser, parce qu'en fait, quand on dit limitation à une famille, ils ont l'impression qu'on leur enlève une chance. En fait, il faut leur dire, si jamais il y a une nouvelle complication, ce serait disproportionné de se relancer dans une réanimation, parce que le malade est trop fragile pour supporter ça, et peut-être même la nouvelle complication est un stigmate d'une fragilité qui fait qu'en fait, la maladie est en train de l'emporter. Et là, les modes opératoires, en fait, on va se les adapter. On arrête de monter des assistances ou on anticipe un peu à l'avance. Donc dans certaines équipes, je pense que vous en faites probablement partie, il y a un peu la liste à l'après-vert de Noradré 2 mg, transfusion 2 kg, machin. Bon, voilà, on peut rentrer ou pas dans ce genre de détails, mais l'idée c'est qu'on explique que la situation clinique, c'est celle qui va nous emmener à prendre une décision avec un mode opératoire. Et puis enfin, la troisième situation, c'est on sait qu'en fait on est devant une impasse d'une certaine manière. La situation est dépassée, soit elle est dépassée par rapport aux directives. Alors après, vous comme moi, on a peu de patients qui viennent avec des directives écrites, mais on peut quand même comprendre la situation du patient et savoir si c'est dépassé. Et on peut se mettre dans cette situation que et seulement si on a fait l'évaluation complète du patient. Et c'est là où le temps est très important. Se dire qu'on est déjà dans une situation d'accompagnement de fin de vie, et qu'en fait on n'a pas encore compris réellement la situation clinique et principalement neurologique du patient, en fait c'est abusé. Et donc là aussi, on va créer un mismatch et probablement un conflit. Et donc cet accompagnement de fin de vie, après, vous voyez les différents modes opératoires. Et c'est par là qu'on va pouvoir rentrer les patients dans la limitation profonde continue, extubation terminale, et parfois le Maastricht 3, parce que c'est un mode de sortie qui est tout à fait acceptable, c'est un mode opératoire. Mais certains patients, les familles, ont compris que c'est un accompagnement de fin de vie, mais ils ne comprennent pas l'extubation terminale. C'est inaudible pour eux. Ce n'est pas pour autant que c'est un échec de la fin de vie de la réanimation. On peut accompagner une fin de vie sans faire l'extubation, en enlevant une partie de la ventilation, en enlevant l'oxygénothérapie sur la ventilation. Il y a plein de manières de procéder sur cette fin de vie, tout en gardant évidemment le fait que le patient doit être confortable. Conflit famille, donc c'est évidemment très fréquent. Quand on regarde la littérature, on estime qu'on a à peu près entre 20 et 30% de familles conflictuelles en réanimation. Il y a des facteurs qui sont bien identifiés, la neurologie en fait partie, des problèmes de communication, pas de directive. Vous allez être confronté à ça. Et donc c'est hyper fréquent. Si vous avez une complication qui touche 30% de vos malades, normalement vous devez être béton là-dessus. Sur conflit, en fait, vous n'êtes pas béton et pour autant c'est 30% des patients. On sait que ça va arriver. Est-ce qu'on sait le prévenir? Est-ce qu'on sait le gérer? Bon voilà, ça après c'est plus flou évidemment. Mais c'est dans ma réa, moi je pense que je vais estimer à peu près à une trentaine de conflits par an. C'est obligé. Donc il faut que je sois prêt, ça fait 3 par mois. Un point important, quand on annonce quelque chose à une famille, il y a forcément un transfert. C'est qu'en fait, vous allez annoncer quelque chose de terrible, forcément, il y a une espèce de réaction limbique qui va être soit je suis complètement en freezing, comme font les animaux, soit je suis hyper excité et je vais aboyer comme ferait un animal qui aboie. Et en fait, ce transfert, pour nous, on le vit comme une agression. Donc après, il y a le contre-transfert. Et donc les psychologues dénoncent ça, ils disent les médecins se mettent en contre-transfert. C'est qu'en fait, ils renvoient cette agressivité parce qu'ils ne la supportent pas, ils n'arrivent pas à l'encaisser. Donc si vous ne savez pas que le malade, la famille va être agressive et que vous êtes surpris, vous allez vous mettre à aboyer aussi, et là c'est la cata. Donc ça c'est important de le définir. Ce contre-transfert c'est un piège pour nous, il faut le savoir. Ensuite, moi j'aime beaucoup l'idée du travail d'équipe. Good cup, bad cup. Le premier qui annonce, forcément c'est un peu dur, mais le deuxième il rattrape, et la diversité dans l'équipe c'est génial. Le fait qu'il y ait différentes cultures, différentes manières de communiquer, c'est super, parce qu'on sait ce qu'on veut raconter, mais on le raconte de manière différente. Donc peut-être qu'on va capter un peu mieux l'attention. Donc moi je suis pour le fait que les équipes se succèdent et donnent des infos avec leur manière. Ensuite, je veux qu'on définisse au sein de l'équipe c'est quoi un mode succès, c'est quoi un mode échec. Pour nous, le mode échec, c'est quand on n'a pas de décision, une décision bloquée, ou qu'on va au référé.
comme ça que je vis l'échec pour moi. C'est qu'en fait, on n'a pas réussi à accompagner, à aligner la famille. Et un succès, c'est apaiser une famille qui est endeuillée, évidemment, elle est triste, mais pour autant, on arrive à les amener. Et si jamais il y a du médico-légal, c'est de la conciliation et de l'amiable pour qu'ils puissent être dédommagés si besoin. On interroge et on intègre l'hétérogénéité des familles et on essaie de rentrer cette information dans notre manière de procéder. Donc on doit comprendre si la famille, elle comprend ce que c'est que les concepts de la médecine. Il y a quand même 80% des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire la mort cérébrale au sein des soignants de l'hôpital. Donc vous imaginez ceux qui sont dans la rue. Les directives anticipées, personne ne les a faites. Il y a des questions aussi sur le culte et la culture, et en fait, il ne faut pas le nier. Évidemment, les patients viennent avec leur culte et leur culture, et donc se dire que c'est pour tout le monde pareil, ça ne marche pas, donc il faut l'intégrer. Et puis ensuite, il y a de la défiance face à la science, ça a été évoqué, et je pense que ça, c'est déterminant. Si on a des grands défiants, en fait, il faut l'intégrer aussi dans notre manière de procéder. Et donc l'idée, c'est de rentrer plutôt dans un système de négociation. Et donc c'est un peu perturbant pour un médecin de se dire, en fait, je vais devenir un négociateur. Je ne suis pas quelqu'un qui annonce, je suis quelqu'un qui négocie. Et c'est une autre posture. Donc il y a plein de manières de se positionner comme un négociateur. Il ne faut pas être passif, mais il ne faut pas être paternel. Et il y a plein d'outils pour le faire. Et cette négociation, elle marche très bien quand on intègre les paramètres. Le psychologue du service, évidemment, tous les infirmiers, les aides-soignants, c'est des relais extraordinaires pour entrer dans la négo. Voilà où je veux en venir. Donc il faut se préparer au conflit. Ce conflit, on a tous appris que l'hyperthermie maligne, c'était une catastrophe. L'hyperthermie maligne, ça n'existe quasiment plus en France, et on doit apprendre par cœur l'aide cognitive. Les conflits, c'est 30% des patients en réanimation. Donc il faut que l'aide cognitive, elle soit prête pour les équipes et pour tout le monde. Il faut protéger les juniors, évidemment, parce que ça peut leur faire très mal, ça a été évoqué. Il faut faire des relais si besoin. Il faut se préparer donc, à toute cette organisation. Et je mets un petit toolbox pour conclure. La réa d'attente, je pense qu'elle est déterminante parce qu'elle permet justement de poser le fait qu'on n'est pas encore sûr. Donc il y a un doute. Moi, j'évoque le fait qu'il y ait du doute, mais on a un temps pour comprendre toutes ces informations. La collégialité nous aide. On intègre l'hétérogénéité des patients. On cherche des relais. Et la dissociation entre situation clinique et mode opératoire, pour moi, est très importante. De ne pas foncer tout de suite sur le mode opératoire, c'est ça qui peut bloquer. Et enfin, si on réfléchit négociation et alignement, on avance progressivement avec une famille, on peut prendre le temps, et peut-être une partie des conflits vont être déminés par ce biais-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer la parole à Anatole. Alors, mon propos sur les soins palliatifs, quand même, il faut le préciser, c'est si le patient est déjà en soins palliatifs, oui. Il n'y a pas d'admission. Non, mais comme tu m'as un peu fait chier sur les Parisiens après, et tout. puisse faire du soin palliatif en réanimation, bien sûr, il y a une petite nuance. Évidemment. Avance pas trop vite. Ouais. Tu vas voir les... Non, j'y suis, elle a l'air de marcher, mais ça ne fait pas passer. Ah. On lève la main à ma gauche. Ça veut dire que je dois arrêter d'appuyer, ça. C'est temps mort. Alors le temps que ça commence, moi je vais faire un cas clinique, puisque quand on applique les principes évoqués par Marc Léon, qu'on prévient au mieux les violences, comme l'a proposé Gaël, et qu'on fait preuve de la meilleure négociation possible, comme l'a évoqué Vincent, il arrive parfois que les familles poursuivent le refus d'adhérer au projet de soins qui est proposé par les médecins. Et donc je vais l'illustrer par un cas clinique qui va permettre de discuter certains points. C'est pas le bon diaporama. Il faut changer de diaporama. Tu veux refaire le mien? C'est Arroy. Donc je vais vous proposer de suivre la vignette clinique d'une patiente de 50 ans qui est connue hypertendue et qui va faire brutalement. Voilà. Une patiente de 50 ans qui est hypertendue non traitée, qui fait brutalement des céphalées, un coma Glasgow 6 avec une anisocorie droite, qui est traitée par osmothérapie, qui est intubée et qui, à l'arrivée dans notre centre, montre des signes d'hypoperfusion cérébrale et un scanner qui va montrer un hématome capsulo-thalamique droit profond étendu au mésencéphale, avec sur le jeune âge de la patiente la mise en place initiale d'une DVE. Les principaux éléments médicaux qui vont suivre, je préfère les citer parce que ça ajoute aux éléments qu'on a dû discuter avec la famille. C'est un premier épisode de fibrinolyse ventriculaire pour une DVE bouchée sur ce caillotage, une repose de DVE à J18 sur une HTIC et une repose d'une deuxième DVE à J21 sur HTIC avec un épisode de mydriase bilatérale au cours de la pose de cette DVE. Il y aura un premier retrait de DVE droite à J23 et on sent déjà des premiers éléments qui sont qu'il y a une perte de confiance
de la famille sur les nombreuses pauses de DVE. Comment ça se fait qu'on est obligé de reposer le tuyau fréquemment? Ça devrait marcher tout de suite et on ne devrait pas avoir à le faire. Et puis, suite à cette gestion, on va dire, du drainage, et vu les critères de gravité présentés par la patiente, on perçoit que la famille sent bien dans notre discours qu'on privilégie désormais, on va dire, ces éléments de gravité par rapport à toute cette réanimation qui était très active avec la mise en place de tous ces tuyaux. Et donc, quand on fait le point à J34, c'est-à-dire à 10 jours de la décénation, elle est toujours en anisocorie droite, il y a une ouverture des yeux, c'est un état d'éveil non répondant avec une CRSR à 4, un pronostic qui est estimé par l'équipe comme étant catastrophique. Certains peuvent même exprimer le fait de dire bon, bah, c'est un tronc, quoi. En pratique, c'est un tronc. Oui, il y a une atteinte du tronc cérébral avec une anisocorie persistante. Et je ne sais pas qui proposerait de faire une réunion collégiale à ce stade. Alors, je vais proposer de faire des réunions collégiales, je vais proposer des annonces de résultats de réunions collégiales. C'est un petit peu blasphématoire pour tous les collègues qui ont passé autant de temps en entretien pour les annoncer, avec tous les éléments d'empathie qu'a cité Marc, mais pour les besoins du cas clinique, on va un peu plus vers le refus et qu'est-ce qu'on en fait. Donc cette réunion collégiale a lieu et sur la gravité initiale, le réveil pathologique, la persistance des signes de gravité, la localisation mésencéphalique, il y a une décision d'arrêt des thérapeutiques avec extubation sous sédation prolongée. Je vous rappelle quand même qu'on avait perçu, on va dire, la méfiance de la famille par rapport à tous les gestes qui avaient été réalisés. Et donc, on peut faire deux commentaires. C'est vrai que le délai de décédation, il est court et que la perception de « ça va un peu vite pour la famille », il faut le prendre en compte. Le mode, en tout cas celui qu'on choisit, c'est que quand on fait une réunion collégiale, c'est pas pour dire « on va forcément appliquer tout de suite ». Faire une réunion collégiale, c'est annoncer les éléments de réflexion de toute une équipe. Alors, on fait le switch entre une personne qui voyait la famille en entretien vers toute une équipe qui se prononce en quelque sorte. On annonce une décision sans date d'application. Normalement, quand on propose un arrêt des thérapeutiques avec une extubation sous sédation, il faut proposer une date, mais il faut s'assurer de la compréhension de la famille et on peut laisser ce temps. On peut aussi avancer à partir de le résultat de cette réunion collégiale, c'est-à-dire que c'est une étape supplémentaire, on passe de l'individualité à l'équipe qui se prononce pour éventuellement proposer les étapes suivantes afin d'obtenir la compréhension de la famille. Et donc, sur cette difficulté de compréhension au cours de l'entretien, voilà, on laisse un temps de réflexion. Donc, elle s'est annoncée, il y a une contestation de cette décision, ils ne sont pas du tout dans le même ordre d'idée, mais on laisse un temps de réflexion pour pouvoir réfléchir sur les arguments pour la famille, que la récupération est possible. Et on perçoit tout de suite une chose, c'est qu'il y a une relation fusionnelle entre la fille la plus jeune et la mère, et la fille aînée, donc la grande sœur de cette fille plus jeune, fera tout pour pouvoir laisser à la fille la plus jeune sa mère en vie, en fait. Et donc ça pose un conflit pour la suite. Alors la période qui suit, elle est un petit peu traînante. Il y a une période d'évitement de la famille. Il est convenu de réaliser une IRM à J54 qui montre l'hématome mésencéphalique. On a une stabilité d'examen clinique, CRSR4, éveil non répondant. La DVE gauche est retirée, il n'y a plus de tuyau. Du coup, on est à J62. Et la famille demande un deuxième avis à une équipe tiers. Et effectivement, comme dit Vincent, on a un carnet d'adresses. Donc les deux dernières personnes à qui on a dû demander ce type d'avis, c'est Vincent et Emmanuel. Donc ils sont ici rassemblés. C'est notre carnet d'adresses, on va dire, intra-parisien. Et l'avis est donné par deux experts de neuroréanimation qui est en accord avec la décision. L'avis, il est donné par l'examen clinique des experts, une discussion avec la famille et puis un rendu écrit qu'on peut faire figurer dans le dossier, mais qui renforce la décision. J'ai deux commentaires à faire sur faire une IRM. On aurait pu me dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant la première réunion collégiale? Les arguments étaient forts sur la clinique et sur le scanner pour déjà avoir proposé cette extubation sous sédation. Mais il ne faut pas toujours être arc-bouté sur ses positions, et je suis d'accord avec ce que dit Vincent, c'est qu'il faut faire preuve d'un petit peu de négociation. Il y a 10 ans, on ne l'aurait peut-être pas fait, c'est-à-dire, en tout cas pas moi, me faire proposer par la famille des examens. Mais si dans une discussion, ça permet un petit peu de détendre l'atmosphère et d'apporter des arguments supplémentaires, c'est quelque chose qu'on peut faire secondairement et que je ne vis pas du tout comme une erreur. Et la deuxième chose, c'est que le deuxième avis, ce n'est pas systématique. Nous, on le laisse fréquemment faire sur demande de la famille. Il y a deux possibilités, soit on leur propose des noms, soit ils ne veulent pas de ça, ils veulent faire par eux-mêmes pour être totalement indépendants, et c'est ce qui s'est passé. Et ça marque aussi une ouverture. C'est accepter que quelqu'un d'autre juge, quitte à ce que le jugement soit différent. Par contre, les résultats peuvent être inconstants. On a eu parfois prise de contact avec des équipes qui sont réputées plutôt pour, on va dire, des prolongations de soins et de vie à tout prix, qui nous ont mis dans une situation un peu plus embarrassante, mais de toute façon, s'ils ne l'avaient pas fait, on serait probablement resté dans le refus. Donc on s'expose à ça, effectivement. En tout cas, après la réalisation de cette IRM, après le deuxième avis, on est quasiment à 2 mois, on est vraiment très loin de la décédation.
On sait que l'acceptation de la famille est incertaine et donc on a une conviction forte de l'équipe d'une obstination déraisonnable. Et on prend la décision d'arrêt des thérapeutiques à nouveau avec extubation sous sédation profonde. On sait que l'acceptation a de très faibles chances d'arriver et donc on s'expose potentiellement au conflit juridique. Il y a des éléments indispensables dans le dossier. Quand on va vers le conflit juridique, Vincent le vit comme un échec. À titre personnel, je pense qu'il faut essayer de l'éviter le plus possible, mais parfois on est contraint ou on peut prendre le choix en équipe d'aller vers cette voie. Il y a des éléments qui sont indispensables à faire figurer dans le dossier. Alors la notion d'intervenant extérieur au service, et puis citer toutes les personnes présentes lors de la réunion. L'intervenant extérieur, c'est qu'il n'a pas de lien hiérarchique, et ce que disent les directions des affaires juridiques, c'est que même parfois, le juge demande à ce que l'avis extérieur ait fait un avis motivé. Ça peut être une cause de recalage juridique de la demande des médecins de faire une extubation sous sédation s'il n'y a pas d'avis motivé. La deuxième chose, c'est que la discussion collégiale doit avoir lieu. Elle doit surtout évaluer le caractère d'obstination déraisonnable avec la souffrance du patient d'un côté et le mauvais pronostic de l'autre. La recherche de directives anticipées auprès de la famille et du médecin traitant. S'il n'y en a pas, demander ce que la personne de confiance connaissait du patient et à défaut, les proches. Citer la porteuse de la décision, puisque c'est un seul médecin qui porte la décision d'arrêt des thérapeutiques, même si la réunion a été collégiale avec une équipe médicale et paramédicale. Et puis proposer la mise en œuvre de soins palliatifs si le projet est une extubation sous sédation, et donc la sédation pour les patients, notamment lorsqu'ils sont cérébro-lésés, et qu'on n'aura pas de possibilité d'évaluer leur souffrance suite à l'extubation. C'est un petit peu barbant, mais ça fait des éléments qui, s'il en manque un, ouvrent la porte au juge pour dire « vous ne respectez pas les règles sur le plan administratif et votre décision est annulée ». Alors c'est important d'inclure toute l'équipe dans ces décisions, notamment parce qu'au quotidien et aussi pendant la réunion collégiale, c'est ce qui permet d'avoir des remontées de terrain. Les soignants passent plus de temps que nous au lit du patient. Et c'est fondamental d'avoir leur ressenti, ceux qui seront exposés en premier lieu à l'incompréhension de la famille, à l'agressivité ou même à une réaction qui pourrait être disproportionnée suite à la prescription simple d'un médicament sédatif. Cette décision, elle a été annoncée à la famille. Lorsqu'on l'annonce, on doit annoncer la date à laquelle on va mettre en application l'arrêt des thérapeutiques et il faut que cette annonce, il y ait un délai raisonnable entre le moment où on fait l'annonce et le moment où on va la mettre en pratique. Pourquoi un délai raisonnable ? Puisque la famille peut contester la décision au tribunal administratif et qu'on est même tenu de dire à la famille que la décision qu'on prend est contestable. Je sais que ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre, mais on peut être tenu comme on va dire, fautif de ne pas avoir dit à la famille qu'elle pouvait contester cette décision. Donc on appelle quelque part la suite alors qu'on sait que la famille est déjà dans le refus. La famille a contacté le tribunal administratif et la décision médicale a été cassée dès la réception de la demande de la famille. Le temps que le juge puisse statuer, toute décision médicale est cassée, c'est-à-dire que dans un conflit juridique, on accepte de perdre totalement la main et que toute complication, encore qu'on puisse en discuter avec la famille, mais en tout cas l'arrêt des thérapeutiques ne se fera pas et on peut imaginer que toute complication sera plus difficile à gérer dans la limitation de l'escalade. Les deux parties exposent leurs arguments et ils vont lever certains éléments devant le juge puisque la convocation devant le juge a lieu 2 jours plus tard. C'est une procédure d'urgence. Autant il y a de l'attente au niveau des tribunaux, autant pour un référé liberté, c'est rapide. Le juge il propose une expertise avec la nomination de 2 experts, c'est-à-dire que quand il n'a pas d'éléments à réprimander sur le plan administratif, il va essayer de faire un arbitrage du coup sur le fond, et sur le fond, il n'a pas la compétence, donc il demande à 2 experts de venir, même s'il y avait eu des experts extérieurs, ça ne met pas à l'abri. Et les 2 parties seront reconvoquées après l'expertise. L'expertise a eu lieu, et il y a une deuxième convocation au tribunal à J100 qui a confirmé la décision médicale, qui dit bien qu'il y a une obstination déraisonnable, que le pronostic est mauvais, et que la mise en application de l'arrêt des thérapeutiques avec extubation sous sédation profonde est conforme dans sa mise en place et est conforme sur le fond. À partir de là, il y a une discussion à avoir en équipe. Il y a 2 options. Soit on reste sur la décision avec d'extubation sous sédation profonde,
avec le risque de s'exposer à une nouvelle contestation. Bien sûr, on a fait un entretien avec la famille pour annoncer la décision du tribunal, mais ils ont 15 jours quand même pour faire appel au Conseil d'État. Et la famille nous a dit très rapidement que c'est ce qu'elle souhaitait faire si jamais on souhaitait aller plus loin et mettre en application. L'issue au Conseil d'État, elle est incertaine, on peut se faire débouter et revenir au départ. Ou alors l'autre projet, c'est de dire, bon, on remet les choses à plat. Qui est-on pour imposer quelque chose, on va dire, que l'environnement proche ne souhaite définitivement pas, que voilà, aller dans le juridique, c'est compliqué, s'exposer à un refus complet de la famille le jour où on met en application avec l'extubation et des sédations, c'est pas une situation facile à vivre pour une équipe. Et puis, quelque part, proposer ce type de projet de soins, c'est entre guillemets reprendre la main pour établir les choses qui ne seraient pas traitées si la patiente venait à compliquer. Alors, il y a l'intérêt du patient, l'intérêt supérieur du patient d'un côté, plus, et puis la prise en compte de la vie et de l'intérêt familial de l'autre. On a fait le choix pour cette patiente de la deuxième option. Je ne dis pas que c'est forcément la solution à faire, ça a été un choix d'équipe, il y a eu une discussion. Je vais vous le dire franchement, tout le monde n'était pas d'accord pour ça. Certains étaient pour aller vers le risque d'aller au Conseil d'État, de se faire débouter et ou de gagner et de faire cette extubation malgré le refus de la famille. Et pour d'autres, de repartir sur un circuit où il y a une acceptation un peu plus intense du projet que la famille avait en tête pour reprendre la main et rétablir un contact et s'éviter cette situation qui est difficile avec une famille quand on est dans le refus. Donc la décision, elle aurait pu être appliquée, ça aurait pu être une autre décision. Les éléments importants, c'est que on a préféré garder cette option pour garder le contact avec la famille, éviter un Conseil d'État qui était imprédictible. Quand on va vers ce type de procédure, qu'on souhaite être le moins nombreuse possible, puisque avec beaucoup de négociations, en fait, on s'évite largement ce type de procédure. On l'a eu 2 fois en 15 ans. Elle impose une traçabilité parfaite quand même. Voilà, c'est un exercice, il faut passer par des administratifs, c'est pas très agréable, mais il faut que la copie soit parfaite, c'est dommage de se faire débouter sur la forme. Je dirais qu'il y a 2 ennemis en tout cas, c'est vouloir aller trop vite, mais ça a déjà été cité. Et le deuxième élément, c'est que la mise en avant trop ferme des certitudes médicales peut se payer. Je vous passe les éléments sur l'amydriase qui a régressé, la ventilation qui a repris, et tous ces éléments de certitude qui peuvent poser des problèmes lorsqu'on doit essayer de faire comprendre aux familles le caractère sombre du pronostic. Une amydriase, c'est grave, je suis d'accord, ne pas ventiler pendant 1 mois, je suis d'accord, mais on le garde pour soi. Et on ne dit jamais que ça ne récupérera jamais. L'amydriase a cessé, elle a repris une ventilation et ça a toujours été compliqué à expliquer. Je vous remercie de votre attention. Je t'ai pris beaucoup de temps. Merci beaucoup. On va continuer avec Emmanuel qui va nous faire un peu le point sur les différentes procédures. Ouais, exactement. Donc moi j'ai fait ce topo avec un médecin de mon équipe. En fait il faut contextualiser un peu ce topo. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude là? On a eu un cas qui nous a pris beaucoup de temps. On a été 2 fois au tribunal administratif, 2 fois au Conseil d'État et on a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On en a eu d'autres. Peut-être qu'on fait moins bien, on essaye de ne pas le faire. Mais c'est vrai que j'en ai eu un certain nombre, pas non plus des dizaines, mais j'en ai eu un certain nombre. Et suite à ça, en fait, il se trouvait que ce médecin de mon équipe débutait à ce moment-là une thèse de sciences en éthique. Et donc, on s'est particulièrement intéressé à ça parce qu'on a réussi à avoir un contact de juge au Conseil d'État qui a fait une requête, et c'est ce que je vais vous expliquer ici. Globalement, donc on a analysé la jurisprudence en recensant les requêtes en référé de 2005 à fin 2022, au 31 décembre 2022, qui étaient déposées en première instance et en appel devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'État. L'objectif, c'était de décrire les cas, de décrire les modalités de jugement et de décrire les arguments éthiques qui étaient avancés. On a recensé les cas et je vous l'ai dit, en fait, on a utilisé, il y a un centre de recherche et de diffusion juridique du Conseil d'État. Donc on a étudié cette source-là, enfin on a utilisé cette source-là. On a également utilisé un site internet qui s'appelle Légifrance en tapant des mots-clés, un peu comme on a notre PubMed à nous, quoi. Obstination déraisonnable, requête en référé. Et puis également, on a cherché des cas de manière anonyme. Après, on a analysé ça. Et ce qui est important, c'est que c'était, dans le cadre de sa thèse d'université, une analyse conjointe entre réanimateurs, éthiciens et juristes. Et vous allez voir que finalement, il y a des visions qui sont un peu différentes.
Et puis on avait préétabli une grille d'analyse qui était descriptive et qualitative. Le premier élément, c'est le nombre de cas. Vous voyez qu'on a commencé l'analyse au 1er janvier 2005 et qu'il n'y en a pas avant 2012. Et qu'en 2012, ça commence un petit peu, mais que surtout, ça explose à partir de 2015. Ensuite, là, vous avez le flowchart. Donc, finalement, il y en a 93 qui ont été... pardon, ouais, je me suis bourré. Il y en a 93 qui ont été... Il est où le pointeur? J'ai pas le pointeur. Il n'y a pas le pointeur. Ok, d'accord. Il y en a 93 qui ont été jusque... Comment dire? Enfin, il y a 93 cas qui ont demandé à être jugés. Et la première chose, c'est qu'il y en a 17 qui n'ont juste pas été jugés. Pourquoi? Parce que sur ces 17, il y en avait 7 qui n'étaient pas considérés comme une urgence. Vous savez qu'un référé liberté, c'est quelque chose que le juge juge en extrême urgence dans les 2-3 jours qui suivent. Et donc là, il ne considérait pas que c'était une urgence. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que sur ces cas, c'est principalement des décisions de non-réadmission en soins critiques. D'accord? Donc le patient s'améliore, il va sortir. Nous, on dit à la famille, bon bah voilà, étant donné ce qui s'est passé, on considère qu'il est déraisonnable de le réadmettre en soins critiques. La famille s'y oppose, et bien ça, c'est pas une procédure qui passe en référé liberté. Et puis après, il y a 2 cas notamment de décès avant le jugement. Donc finalement, ça en fait 16 qui ont été regardés par le juge. Il y en a encore 14 qui sont décédés, 76 pardon, qui ont été regardés par le juge, 14 qui sont décédés auparavant. Et puis après, le reste, c'était des règlements à l'amiable. D'accord? Il y a eu 10 règlements à l'amiable sur ces 76. Et donc, finalement, après, quand on s'intéresse à ces 76 cas et aux populations concernées, première chose, on se rend compte qu'il y a 10 cas pédiatriques et 66 cas adultes sur les 76. Et donc, après, si on s'intéresse à l'âge des adultes, c'est en médiane 62 ans. On se rend compte que ça survient dans 86% des cas dans des structures de soins critiques, que c'est principalement des raisons neurologiques, enfin, on le suspecte en tout cas quand on voit les raisons d'admission en réanimation, trauma crânien, AVC et arrêt cardiaque, qu'il y a quand même également d'autres causes neurologiques dans 6% des cas et un peu d'épilepsie également. Ça concerne principalement des décisions d'arrêt dans 75% des cas. Dans 25% des cas, c'est de la limitation, mais c'est quand même beaucoup plus fréquent pour les décisions d'arrêt. Et donc, comme je vous le disais, dans 76% des cas, c'est lié à une défaillance neurologique, ça a déjà été mentionné auparavant. Et parmi ces défaillances neurologiques, dans la très grande majorité des cas, là j'ai mis troubles de conscience, mais globalement c'est de l'éveil. D'accord? C'est des problèmes d'éveil des patients. Ensuite, comme on l'a déjà dit aussi, vous voyez seulement 6% de directives anticipées. Moi, je suis assez preneur d'une discussion après sur qu'est-ce qu'on fait des directives anticipées quand il y en a, parce que j'ai déjà eu ce cas-là aussi. Est-ce qu'on peut vraiment les interpréter et dans quelle mesure on peut les interpréter lorsqu'elles sont faites à l'admission du patient ou quand il est hospitalisé ou même juste 24 heures avant la chirurgie. Et seulement dans 21% des cas, il y a une personne de confiance. Ensuite, si on s'intéresse au délai, on voit qu'en médiane, elle est prise à J27 chez les adultes, cette décision de limitation ou d'arrêt, et à J44 dans la population pédiatrique, que ça prend à peu près 5 jours d'avoir entre la décision et l'appel qui est fait au juge, ça prend à peu près 5 jours, et encore 6 à 14 jours pour la pédiatrie pour avoir un premier jugement. Ensuite, sur quoi ça porte le recours qui est fait par les familles auprès des juges? Dans 100% des cas, vous avez l'obstination déraisonnable qui rentre en jeu. D'accord? Et ça, c'est la famille. Hein. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que ça soit de l'obstination déraisonnable, pour faire simple. Dans 88% des cas, ce qu'ils avancent, c'est l'incertitude quant au pronostic et l'incertitude quant à ce que dit le médecin. Ça aussi, on en a déjà parlé. Ensuite, il y a, dans 70% des cas quand même, il y a la non-compliance à toutes les procédures qui vous ont été données par Anatole auparavant, qui sont un peu les prérequis à la décision de limitation. Et dans 45% des cas, il y a le fait qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment informés. Bonne foi, mauvaise foi, je ne sais pas, mais en tout cas, ils considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment informés.
Ensuite, dans 50% des cas, ils considèrent qu'on n'a pas assez consulté, qu'on les a pas assez consultés, qu'on n'a pas assez pris en compte leur opinion. Et il y a un déficit de procédure collégiale quand même dans 25% des cas. Là, pour le coup, on a mal fait le job. Et puis, après, si on s'intéresse aux droits fondamentaux qui sont mis en avant par la famille, ou en tout cas, donc là, c'est des éléments plus juridiques, d'accord ? C'est ce que l'avocat de la famille va dire au juge quand il va arriver au tribunal. Il va dire au juge que dans 99% des cas, il considère que c'est une entrave au droit fondamental à la vie. Donc ça, c'est quasiment 100%, vous voyez. Puis après, il y a des petits ajouts de temps en temps sur certaines lois. Donc il y a le droit à l'accès aux soins dans 11% des cas. Et puis le droit au respect de la dignité également dans 7% des cas. Alors comment ça se passe ? Donc finalement, sur les 52 cas qui ont été jugés, vous voyez que dans 69% des cas, la décision donc le juge a donné raison à la décision médicale de limitation ou d'arrêt. Si on prend ces cas-là, vous voyez qu'il y a un appel qui est fait par la famille dans la moitié des cas. Et donc là, lorsqu'il y a l'appel qui est fait, vous voyez que sur 10 cas sur 18, finalement, le juge continue à donner raison au médecin. Et il y a quand même 5 cas sur 18 où vous perdez en appel en tant que médecin. Perdez, alors je sais que le terme est hyper mal choisi. On pourra revenir un peu sur ce que ça implique. J'ai pas fait mais on pourra discuter après de ce que ça implique de passer devant le juge. On se met à utiliser des mots qui sont absolument affreux. Et comme celui-là, on a perdu. En fait, on a tous perdu, je pense, à aller devant le juge. Et puis, il y a quand même un règlement à l'amiable dans 3 cas. Pardon, comment je reviens comme ça ? Après, si on s'intéresse au cas où on n'a pas eu raison, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'appels des médecins. Et lorsqu'on fait appel, c'est du 50-50. Au total, décision validée 56% des cas, invalidée 38% des cas et amiable 6%. On se dit que quand même c'est risqué. Ça, c'est la première chose. Et puis, quand même, et ça apparaît pas, si je prends... Il ne faut pas croire qu'on va gagner du temps. Okay, il y a dans la salle des gens qui m'ont déjà accompagné. Il ne faut pas croire qu'on va gagner du temps en faisant ça parce que c'est faux. Voire même le cas que je vous ai mentionné, finalement la patiente, c'est pas du tout une patiente cérébrolésée, c'est un cancer. Elle est décédée vous me croirez si vous voudrez, à J365 de l'admission en réanimation. Et elle était encore en réanimation. Donc, ensuite, sur quoi va se baser la jurisprudence ? Et sur quoi vont se baser les décisions ? Le cadre légal déjà, le défaut d'information, les souhaits du patient, est-ce qu'ils sont recherchés, est-ce qu'ils ne sont pas recherchés ? Vous voyez que c'était non recherché, non pris en compte, dont les directives anticipées. Ensuite, les souhaits des proches, qui n'ont pas été assez recherchés, en tout cas pour le juge, et l'absence de traçabilité. Donc vous voyez, dans 10 cas, le juge a considéré que, pour ces raisons, le cadre n'était pas respecté et donc que la décision était illégale. C'est 10 sur 16. Ensuite, dans 10 cas également, il a considéré que, et dont d'ailleurs la moitié des cas quasiment qui avaient été expertisés par une expertise extérieure, il a considéré que l'obstination déraisonnable n'était pas caractérisée. Donc au total, ça fait 16 cas pour lesquels il a dit que la décision était illégale. Lorsque la décision était légale, donc bien sûr, d'ailleurs c'est bien sûr, le cadre était totalement respecté, mais vous avez vu, il y a quand même 6 expertises qui ont été nécessaires pour aboutir au jugement ou pour que le juge se rassure et se dise « Ok, grâce à l'expert, je peux me dire que l'obstination déraisonnable est véritablement caractérisée. » Alors, respecter le cadre légal, c'est quoi ? Là, je répète ce qu'a dit Anatole. C'est la procédure collégiale, rechercher les souhaits du patient, des directives anticipées, les témoignages, c'est un peu la checklist. L'information de la personne de confiance, des référents de la procédure collégiale. Attention à bien les informer auparavant que vous allez tenir la procédure collégiale. Hyper fréquent, ça. Avoir l'opinion d'au moins un médecin indépendant du service. Consulter les soignants, ça aussi très apprécié par le juge. Une décision qui est prise par un médecin, ça aussi c'est important, c'est que lorsque vous allez au tribunal, il va regarder le médecin, parce que finalement, au bout du compte, c'est un médecin qui a pris la décision pour le juge. Donc je vous encourage, si jamais vous allez devant le juge, à ce qu'il soit présent avec vous et à faire des binômes où ça a bien marché à chaque fois.
Et puis après, que tout soit consigné dans le dossier médical, informer la personne de confiance, etc. Alors, sur quoi, quels critères va évaluer le juge de manière un peu plus granulaire? Il va évaluer des éléments médicaux. Est-ce que le temps était suffisamment long? Est-ce que l'analyse était bien collégiale? Quelle a été l'évolution du patient depuis l'admission? Il faut que vous puissiez justifier de ça. Est-ce qu'il y a une notion de souffrance? Et quel est le pronostic? Des éléments non médicaux, quels étaient les souhaits du patient? Quel est l'avis de la personne de confiance? Je vous ai mis en jaune les critères modifiables. L'avis des proches, donc il faut vous efforcer à essayer de les convaincre, c'est ça ce que ça veut dire finalement. Et les efforts faits pour rechercher un consensus. L'expertise, je vous l'ai dit, 10 cas, dont 5 pédiatriques. Et puis, il va voir de quelle manière vous avez essayé de caractériser l'obstination déraisonnable. Est-ce que vous avez suffisamment considéré l'évolution? Est-ce que vous avez pris l'avis des proches? Donc, vous voyez que dans 4 cas, l'avis des proches avait été ignoré. L'absence de souffrance, le temps insuffisant, on en parlait, se laisser du temps. L'incertitude pronostique, ça peut être un des enjeux de l'IRM. Attention à l'IRM, parce que si l'IRM répond que vous êtes dans la zone grise, finalement, c'est de l'incertitude. Et les souhaits du patient non pris en compte. Donc finalement, lorsqu'on analyse, et donc ça c'est l'analyse des éthiciens, c'est qu'en fait, on est confronté à un conflit de valeurs. D'un côté, vous avez les valeurs des médecins, avec des arguments qui sont basés sur des connaissances, sur de l'expérience, sur de la science. Vous allez regarder les études, et de la science sur le risque de décès, la pronostication, ce qu'on pense être notre droit en tant que médecin. Je veux dire, on a fait des études pour ça. Et puis donc les arguments inverses, ceux des proches, et là je pense que vous allez vous reconnaître, c'est les croyances, le sentiment. Donc là, qui n'a pas eu affaire à un proche qui vous dit « moi j'y crois ». Ok, ça fait 20 minutes ou une demi-heure que vous êtes en train de me parler, de me dire qu'il a 99% de chances de décéder ou je ne sais pas, parce qu'on essaye d'éviter de donner des chiffres. Et bien lui, il va y croire. Il va vous dire, même s'il a 0,0001%, eh ben il y croit quand même. Sa perception. Et puis la science. Alors lui, il va aller dans la science, il va faire Google et puis il va interpréter la science de différentes manières. Il va regarder l'opposé. Les valeurs, la sacralité de la vie, les souhaits du patient. Et puis de temps en temps, mais finalement dans cette analyse, c'était assez peu fréquent, c'était 9 cas de mémoire, la religion. Ce que lui impose la religion pour considérer qu'une mort est naturelle. Et puis après, vous avez la loi, donc le droit à la vie, le droit fondamental à la protection de la santé. Et puis, donc ça c'est pour les proches. Et puis nous, on a la loi aussi, et on a ce qui était mentionné tout à l'heure, le serment d'Hippocrate, l'obstination déraisonnable. Et donc pour conclure, finalement, vous avez un juge à qui on demande de faire ça, à qui on confère ce pouvoir plutôt, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. C'est ça qu'on demande au juge. Et puis lui, ces critères d'évidence, ça va être procédural. Est-ce qu'on a respecté la procédure collégiale? Et est-ce qu'on a questionné l'autonomie du patient? L'autonomie du patient, c'est les directives anticipées, etc. Ça, c'est un autre sujet de débat. Est-ce qu'on laisse peut-être pas trop d'autonomie au patient? Je ne sais pas. Les critères d'évidence scientifique, c'est les critères médicaux, on vient d'en parler, plus ou moins l'expertise. Et puis la narrative. Et la narrative, c'est les critères non médicaux qu'on vient de mentionner. Est-ce que vous êtes laissé suffisamment de temps? Quelle a été l'évolution du patient? Est-ce que vous avez essayé de convaincre les proches? Voilà, je vous remercie de votre attention.